Aujourd'hui, on commence une série de vidéos sur ce qui est probablement la rue la plus importante dans l'histoire de Montréal. Alors, l'histoire de la rue Saint-Laurent. C'est pas une petite chose de faire l'histoire de la rue Saint-Laurent parce que c'est pas une artère normale comme il y en a tant à Montréal. On parle vraiment d'une artère emblématique. On parle de la colonne vertébrale du développement de la ville de Montréal. On parle de la frontière est-ouest sur les cartes. On parle du point zéro des adresses qui vont vers l'est et vers l'ouest. On parle de la démarcation entre les anglophones et les francophones. La rue Saint-Laurent, c'est une rue, c'est un boulevard, c'est surtout, je vous dirais, l'identité même de Montréal, en fait, de Montréal jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de la rue Saint-Laurent, c'est pas une petite mince affaire, donc on va y aller par section. Alors, on va commencer par la première section ici, au coin de la Commune. Aujourd'hui, on connaît le boulevard Saint-Laurent qui s'en va directement au Vieux-Port. Il faut se garder en tête que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, jusque dans les années 1911, il y avait la congrégation de Notre-Dame qui, eux, avaient un complexe religieux qui bloquait l'accès de la rue Saint-Laurent. Donc, à l'époque, la rue Saint-Laurent commençait après la congrégation, au milieu du Vieux-Montréal. Puis c'est seulement en 1911 qu'on a percé, on a détruit le bâtiment de la congrégation. Il y avait une vieille chapelle de 1718 qui s'appelle Notre-Dame de la Pitié. On l'a détruit. Donc, l'histoire du boulevard Saint-Laurent qu'on vous invite, c'est un peu l'histoire de Montréal. À l'origine du complexe religieux de la congrégation de Notre-Dame, il y avait ici, au coin de Saint-Laurent et le Royer, la toute première école fondée en 1658 par Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois, qui était elle-même la fondatrice de la congrégation Notre-Dame, justement. On est présentement au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Laurent, dans le Vieux-Montréal. On est dans la plus vieille portion de la rue Saint-Laurent. Comme je vous ai dit, la portion plus proche du sud, elle a seulement été prolongée en 1911. Donc ici, c'est vraiment l'embryon de la rue Saint-Laurent. Il faut savoir dès 1692, elle va exister, mais elle ne portera pas le nom de la rue Saint-Laurent. On va l'appeler la rue Saint-Lambert. Par la suite, on va faire un mur d'enceinte autour de la ville de Montréal, les fortifications. On fera une porte au nord, qui sera la porte Saint-Laurent. Mais à une certaine époque, la portion de la rue à l'intérieur des murs s'appelle Saint-Lambert et la portion à l'extérieur s'appelle le chemin Saint-Laurent. À partir de 1801, on détruit les fortifications, donc ça change un peu le paysage. Ça ouvre le territoire après la rue Saint-Antoine au Montréalais. Donc, dès 1825, le chemin Saint-Laurent, on lui donne le nom de la Main, de Main Street, la rue principale. Encore aujourd'hui, je pense que la plupart des Montréalais connaissent la rue Saint-Laurent comme la Main. Puis, en fait, dès cette époque-là, la désignation Est-Ouest était déjà établie. Comme on l'a déjà expliqué dans une autre capsule qu'on vous invite à aller regarder, avant que ça soit le quartier chinois, en fait, c'était le Faubourg Saint-Laurent. Cette portion-là du territoire et de la rue Saint-Laurent reflète bien l'époque où ça s'est développé. On commence à occuper ce territoire-là en haut de la petite côte, notamment par des immigrants des guerres napoléoniennes. Ça a l'air bizarre comme ça, mais il faut se dire qu'après la guerre de Napoléon, au début des années 1800, ça a fait beaucoup de bordel dans l'Europe, beaucoup de gens déplacés, beaucoup de gens en profitent pour émigrer, venir dans le Nouveau Monde. Donc on parle des Écossais, des Juifs, des Irlandais, des Allemands, beaucoup en fait des gens d'Europe de l'Est. Alright, alors on est au Parc de la Paix, plus communément appelé le Peace Park. Alors c'est sur le boulevard Saint-Laurent, devant le Monument national, à un jet de pierre du boulevard René-Lévesque. Donc, ici, à l'époque de son développement, on parle à peu près des années 1820-1830, c'était pas un parc, en fait, c'était un marché public.
Il faut comprendre que la rue Saint-Laurent, c'était la rue des marchés publics pendant longtemps, à commencer par le marché Bon Secours, qui était vraiment proche du marché de la rue Saint-Laurent. Après ça, le marché ici, qui était comme le deuxième plus gros marché public à Montréal, après le marché Bon Secours, et on pourrait même dire le plus gros extramuraux. Ensuite, dans le village Saint-Jean-Baptiste, au coin de la rue Rachel, il y avait un autre marché public, puis un coup parti, le marché Jean-Talon. C'est pas directement sur la rue Saint-Laurent, mais on peut dire que c'est adjacent. Donc, on parle d'une rue qui attirait les marchés publics. Et c'est pas surprenant, en fait, parce que comme je vous ai dit en début de capsule, la rue Saint-Laurent, c'était l'axe de développement vers le nord. C'était la première rue qui montait vers le nord. Toutes les banlieues, en fait, je dis les banlieues, tous les quartiers qui sont développés au nord de Montréal, ça suivait la rue Saint-Laurent. Donc, quand on était rendu ici, à une certaine époque, on commençait à être loin des fortifications. Donc, le faubourg Saint-Laurent, c'est normal, il y avait besoin d'un lieu pour s'approvisionner. C'était décrit comme un des plus grands, un des plus propres, un des plus convivial. Donc, on peut dire que c'était un beau marché. D'ailleurs, il a fermé en 1960 et puis c'était surtout explicable parce que le contexte du quartier, c'était plus vraiment un quartier résidentiel. Alors derrière moi, on a le Monument national, qui est un théâtre aujourd'hui, mais que tout le temps été un théâtre, mais ça a déjà été beaucoup plus que ça. Vers les années 1890, la Société canadienne-française s'est pris en main, est en train de s'affirmer. On veut notre propre théâtre, parce que oui, des fois, il y a des pièces, puis il y a des événements qui se passent dans d'autres théâtres, mais souvent, c'est entrecoupé avec de l'anglophone. Donc, on a besoin de son endroit. Puis, c'est beaucoup plus qu'un théâtre parce qu'en fait, c'est sous l'initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est une société à l'époque, et même encore aujourd'hui qui existe, qui sont beaucoup dans l'affirmation nationale et le nationalisme. Donc, ils sont dotés d'un outil pour faire rayonner la culture canadienne-française. Beaucoup d'artistes vont passer par ici au fil des années. Édith Piaf, La Bolduc, Gratien Gélina et ses Fridolinades, ça se passait tout ici. On est présentement dans la section, on va dire, qui représente l'époque Red Light du boulevard Saint-Laurent, donc à un jet de pierre de la rue Sainte-Catherine. Derrière moi, le célèbre Café Cléopâtre, je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. On n'est jamais allé, mais on sait c'est quoi. Donc, en 1895, le bâtiment est fait. Puis, au fil des années, bon, ça sera des cabarets, mais souvent avec une petite connotation sexy. Donc, ça leur a été l'Alabama, le Sailor Dining Room. Sailor Dining Room, c'est sûr, les marins, ils débarquaient, ils montaient la côte, ils allaient prendre un coup là-bas. Le Café Parthéon, le Riviera Grill, le Canasta et finalement le Café Cléopâtre à partir de 1976. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours en opération. C'est toujours des femmes tout nues, des hommes tout nus, du monde tout nu. Puis dans le fond, ce qui est intéressant avec ce bâtiment-là, je ne sais pas si on peut le remarquer à l'écran, mais il est encastré. En anglais, il y a une expression, on dit « it's nailed ». Il est encastré, il est comme entouré par un nouveau complexe immobilier. Puis il faut savoir qu'à l'époque de l'expropriation 2009-2010, le promoteur, puis même le gouvernement a essayé de les exproprier. Il faut leur donner, ils sont combattants. C'était vraiment David contre Goliath. Ils se sont battus. Je pense qu'ils se faisaient donner comme 300-400 000 pour leur bâtiment. On s'entend-tu que ça vaut plus que ça, juste le terrain? Ils se sont battus, ils ont tenu leur bout. Ils sont encore là aujourd'hui. Et on imagine qu'ils seront là pour un bon bout de temps. Donc, à une certaine époque, la ville de Montréal au grand complet, mais en particulier la rue Saint-Laurent, est réputée pour ses tavernes. Comme je vous ai dit, les marins débarquent des bateaux, ils s'en viennent prendre un coup. Donc, la taverne Midway, qui est encore là aujourd'hui, c'est une des plus vieilles, 1927. Pendant longtemps, c'était un peu crado, comme la plupart des tavernes. Je vous dirais qu'elle a pris une tangente dans les dernières années, un peu plus in. On leur souhaite une bonne continuité parce que c'est devenu une institution. Et puis juste à côté, une autre institution, le Montreal Pool Room. Le Montreal Pool Room, comme ils disent, depuis 1912. Par contre, juste une chose, il n'a pas été là depuis 1912. Ça fait juste quelques années, en fait, depuis l'expropriation 2009-2010. C'est toujours une institution, pas tant pour ses hot dogs que pour ce que ça l'évoque. OK, alors présentement, on est au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, un point névralgique de la ville de Montréal, mais aussi du boulevard Saint-Laurent. On est dans l'ancien Red Light. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre capsule sur le Red Light qu'on a faite l'année passée.
Alors, derrière moi, le 222, c'est le nom du bâtiment où c'est CIBL aujourd'hui, ben ça n'a pas toujours été là. En fait, il faut savoir qu'à partir de 1912, c'était le théâtre Midway. Alors, donc, la taverne Midway n'a pas inventé son nom, c'est parce que c'était à côté du théâtre. Le théâtre Midway, en fait, au début, à son ouverture, c'était un théâtre, comme je vous ai dit, un peu burlesque, un peu de cinéma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1972, ça devient le cinéma Ève, un cinéma pour adultes, comme il y en avait beaucoup à Montréal à l'époque. Je suis jamais allé, donc je peux pas vous en dire plus. Par contre, ça l'a brûlé en 1993. Bref, c'est quand même resté un terrain vague jusqu'en 2006. Et en 2006... CIBL est venu s'installer, ils ont fait le 222. Donc, ça fait du bien au quartier parce que le terrain vague, ça ajoutait une couche de criminalité au Red Light qui n'en avait pas vraiment besoin. Et puis, on se le dira quand même, c'est une belle architecture et on souhaite que CIBL resteront là longtemps. OK, donc on est toujours sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de la rue Saint-Norbert, juste avant la rue Sherbrooke. Mais à un moment donné, le boulevard se développe. Comme je vous l'ai dit, ça va devenir un genre de boulevard beaucoup axé sur le commercial et le manufacturier. Donc, c'est pas si surprenant qu'une usine de bière s'installait ici à l'époque. On parle de 1894, c'était la brasserie Eckers. Aujourd'hui, on appelle ça le musée Juste pour rire, mais en fait, bien avant, c'était la brasserie Eckers qui avait pignon sur rue ici. Ils étaient proches du port. C'était quand même pratique pour eux à une certaine époque. Après ça, quand la brasserie a fermé, ça a eu multiples usages jusqu'à temps que le musée Juste pour rire soit ouvert avec tout l'argent des fonds publics pour nous faire un beau musée de l'humour qui a duré un gros 10-15 ans. Pour être déjà allé, c'était pas vraiment impressionnant. Et puis, c'était revendu. Aujourd'hui, c'est devenu en partie des condos. Je pense qu'ils ont gardé une petite billetterie. Et le groupe de cirque Les 7 doigts de la main ont leur atelier de création ici. Donc, on est sur la petite rue Saint-Norbert et au bout de la rue, derrière moi, on voit le boulevard Saint-Laurent. C'est un petit segment de rue que peu de gens connaissent, qui est assez charmant et tranquille. Aujourd'hui, on voit que c'est des nouvelles constructions, mais ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, je parle d'ici parce que c'était une saga, le saga de la rue Saint-Norbert. En 1975, le maire Drapeau est toujours sur sa lancée de « On détruit des taudis, on nettoie la ville ». Il spotte le coin ici. Son argument, c'est parce que le poste 31 plus bas sur la rue Ontario, il dit qu'il veut faire une cour de voirie pour les véhicules de la ville. C'est quand même bizarre, parce qu'on est en plein milieu de la côte Sherbrooke. Bref, c'est le prétexte qu'il donne pour expulser tous les gens qui y habitent, principalement des marginaux, des artistes, des hippies. Donc, ces gens-là, aux yeux de la municipalité, c'est pas dur de les tasser, c'est des pouilleux, des tout-croches. En fait, les tout-croches se prennent en main, ils font une association, ils défendent leurs intérêts. Ils vont jusqu'à squatter et occuper les bâtiments. Par contre, l'administration municipale n'est pas très conciliante. En fait, ils n'entendent pas à négocier. Fait que finalement, tous les protestataires seront expulsés. Me semble, dans mon souvenir, assez rock'n'roll. Puis finalement, quand tout le monde est expulsé, ils détruisent les bâtiments et ils ne font pas la cour de voirie, à part une petite portion pas loin de la rue Ontario. Ça va rester abandonné jusqu'au tournant des années 90. À ce moment-là, on va bâtir des condos. Puis c'est ironique parce que, dans le fond, les gens qui se sont fait exproprier à l'époque, dès 1975, ils disaient que ça allait devenir des condos. Alors donc, on est presque rendu à la rue Sherbrooke, donc ça va mettre fin à la première portion de la capsule qui est sur la rue Saint-Laurent. On vient de couvrir le bas de la ville. Prochaine capsule, on va dire, c'est la partie plus jusqu'à Mont-Royal, on va dire le Hoptown. Et éventuellement, peut-être, si la capsule du succès, on fera la portion Mile End, la portion Petite Italie. Écoute, on peut continuer de même jusqu'à Laval. Comme la suite est déjà filmée, je vous invite à partager cette vidéo-là le plus possible. Plus il va y avoir de vues, plus je vais sortir la suite rapidement. N'oubliez pas votre petit pouce en l'air, et là-dessus on se dit à bientôt!